Lubavitch, leur habit, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Bonjour Laurence Potzelver. Bonjour. Alors la dernière fois nous avons évoqué le phénomène de la redondance. Aujourd'hui nous allons parler du déracinement et de la réinsertion des séfarades, en tout cas de certains séfarades au sein donc, de leur réinsertion au sein de la communauté Lubavitch après leur arrivée en France. Certains de ces séfarades d'ailleurs sont des jeunes séfarades qui sont partis très très tôt du Maroc ou d'Algérie. Oui, la plupart des Lubavitch sont séfarades à Paris, en tout cas. La plupart aussi sont nés en France. Et sont venus, ou alors d'autres sont venus, ils étaient très petits. Et ils ont tous été à l'école française et ont été élevés dans des milieux qu'ils nomment eux-mêmes traditionnalistes, c'est-à-dire un milieu de fidélité au judaïsme, où l'on faisait des grandes fêtes, et où il y avait tout le caractère, si vous voulez, festif maghrébin, je dirais, qui était renouvelé perpétuellement avec invitation à la famille, famille étendue, avec une grande communication aussi entre les générations et latéralement aussi chez les cousins et la grande famille se réunissaient. Alors dans ce phénomène, je note qu'il y a en fait deux origines différentes. Il y a d'une part la volonté du Rabbi Lubavitch à un certain moment de s'implanter au Maroc, on l'a un peu vu avec Serge Brodovitch, donc il y a une volonté particulière du mouvement Lubavitch. Et puis il y a également, je dirais, le vaste mouvement de contestation des années 60. D'ailleurs vous citez mai 68. Oui, alors pour ce qui concerne les Lubavitch dans les pays maghrébins, en fait le mouvement lui-même s'est impliqué seulement au Maroc pratiquement, parce que étant donné la situation politique de l'Algérie et de la Tunisie, la plupart des Juifs étaient scolarisés, étant français en tout cas en Algérie, étaient scolarisés dans des lycées français. C'est au Maroc que le mouvement a pu s'implanter antérieurement, dans les années 50, parce que le Rabbi de Lubavitch avait décelé une espèce de perte pour lui, de religiosité et surtout une grande détresse, je dirais même des populations juives, détresse pour lui spirituelle mais aussi matérielle, parce que le mouvement s'occupe toujours aussi de la demande matérielle des gens, parce que s'il n'y a pas de pain sans Torah, il faut encore qu'il y ait du pain, et le mouvement a toujours été très conscient des problèmes sociaux. Alors l'autre origine, c'est donc la situation particulière des Juifs déracinés, venus du Maghreb, au sein du mouvement de contestation donc des années 60. Oui, alors le déracinement, je crois qu'il ne faut pas trop exagérer. En fait, et je dirais paradoxalement, ces gens-là étaient déracinés, ou plutôt leurs parents, mais eux étaient plutôt bien intégrés, puisqu'ils étaient dans des lycées et qu'ils réussissaient leurs études et qu'il n'y avait pas de problème. En fait, tout à coup, dans le milieu des années 70 et 60, au début des années 70 déjà, ils font l'expérience de leur culture particulière ou recherchent, comme d'autres, leurs racines particulières et leur identité particulière. Je crois que le mouvement est né à la faveur des identités particulières qui s'expriment dans les années 70, donc il est né avec la contre-culture. Il faut dire que leurs parents leur avaient donné également une image particulière du judaïsme, qui était une image un peu négative. Et un peu folklorique. Non, enfin, c'est-à-dire qu'eux pensent qu'il y a un judaïsme folklorique qui est celui de leurs grands-parents, où l'on applique des principes sans en comprendre le sens, et donc eux auront une volonté de connaissance de pourquoi est-ce qu'on pratique, et donner du sens à la pratique quotidienne. Et pour leurs parents, ils trouvent que leur judaïsme est trop édulcoré, il est trop, je dirais, consistorial, il est trop sur le modèle français et n'exprime pas tout ce que doit exprimer pour eux le judaïsme, c'est-à-dire un mode de vie et une sociabilité particulière. Alors, si je vous comprends bien, Laurence Potzelver, ils rejettent à la fois donc le modèle des grands-parents, édulcoré par les parents,
donc de ce judaïsme maghrébin, et puis ils rejettent également, enfin ils ne veulent pas s'insérer complètement dans la République française. C'est-à-dire qu'ils s'insèrent de facto dans la République française, ils en sont le pur produit, puisque les mouvements de contestation étaient ceux de toute la jeunesse en France. Et de ce point de vue-là, ils ne sont pas plus particuliers que ceux qui, à un moment donné, revendiquent une identité particulière. C'est tout ce que je pourrais dire sur cet aspect. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très bien intégrés. Oui, mais en même temps, ils rejettent. Alors, rejeter, c'est un peu dur comme expression. Je dirais que ces modèles-là ne sont pas satisfaisants pour eux. Et parce qu'eux cherchent une vie juive totale et totalisante, qui puisse s'exprimer à chaque instant. Et aller à la synagogue une fois par semaine ou seulement pour les jours de fête ne suffit pas à leur demande d'identité et de particularisme. Alors il faut nuancer, parce qu'il y a d'abord différents types de juifs séfarades, il y a également un certain nombre de juifs ashkénazes qui font teshuva et qui s'insèrent dans le mouvement Lubavitch, ils sont beaucoup moins nombreux mais ils existent. Donc vous faites la distinction entre les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les juifs d'origine polonaise ou russe. Alors quelques mots peut-être sur ces distinctions. Les distinctions, bon, alors là on vient de parler des séfarades et surtout, je dirais, des Algériens, des Tunisiens. Je crois que les Marocains sont moins nombreux parce qu'ils avaient toujours leur propre élite intellectuelle religieuse qui avait été maintenue dans le pays et que des jeunes juifs marocains religieux trouvaient suffisamment dans leur culture d'origine de quoi faire pour maintenir leur judaïsme particulier. Je crois que le retour des Algériens plus particulièrement et des Tunisiens ensuite est dû finalement à une sorte de manque d'élite juive intellectuelle qui serait d'un modèle non consistorial, si vous voulez, avec beaucoup plus de particularités. Et les Ashkénazes ? Alors les Ashkénazes, je crois que là c'est un problème qui est lié à la Shoah et que la plupart des jeunes Ashkénazes que j'ai rencontrés ont commencé avec une espèce de sentiment de revanche sur l'histoire et qu'ils voulaient vivre le judaïsme dont ils avaient été dépossédés par le génocide et que c'était une façon de revivre, et c'était une espèce de revanche de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'appeler Bereley, on peut s'appeler Mendel, ou on peut à nouveau exister dans la tradition juive et dans la tradition yiddish, malgré la Shoah. Et je crois que ça, c'est très très important. Alors Laurence Potzelver, après une pause, eh bien, nous verrons comment concrètement ces juifs, pour la plupart séfarades, vont s'intégrer au sein du mouvement Lubavitch en France et singulièrement à Paris.
Alors Laurence Potzelver, racontez-nous un peu le parcours du combattant, du séfarade, du jeune séfarade, Baal Tchouva, en route vers l'intégration dans le mouvement Lubavitch. Oui. En route vers l'intégration, je crois que l'intégration, elle ne se fait pas comme dans un parti. Elle est permanente. Elle est permanente, où il suffit d'être simplement attiré par la vie Lubavitch en groupe, pour aller, par exemple, à un Melavé Malka, à la fin du Shabbat, simplement manger, boire avec les Lubavitch et parler avec eux. Ça, c'est une forme de vie Lubavitch auquel tout le monde peut participer. Alors, je crois qu'il faut faire attention. On n'intègre pas, c'est pas une secte qu'on intègre. C'est simplement des styles de vie, des façons d'être que l'on partage. Alors comment se passent les premiers contacts? Les premiers contacts, alors en général, ce sont des contacts qui se passent au Bet Rabad. Ce que j'ai vu moi par exemple, c'est un jour on vous dit... alors le Beit Rabat c'est quoi? C'est le centre, si vous voulez, c'est la maison des Lubavitch à Paris. Rue Lamartine. Rue Lamartine. Par exemple on vous dit, venez faire vérifier votre mezouza. Alors les gens viennent avec leur mezouza et font vérifier si elle est cachère ou pas. Et puis on commence à parler, on vérifie la mezouza et puis on lui dit mais est-ce que tu veux pas venir à un cours de chassidoute, ça a lieu ce soir, les femmes se retrouvent, est-ce que ça te plairait, est-ce que ça t'intéresse? Et comme ils sont très très gentils, on dit mais bien sûr, pourquoi pas, je connais pas bien le chassidisme, je vais venir. Et donc le soir même ou le lendemain, vous venez assister à un cours et puis les femmes vous disent est-ce que tu manges cachère, est-ce que tu sais faire la nourriture cachère, etc. Vous êtes pris en charge par les petites choses de la vie. Mais ça, Laurence Potzelver, c'est vrai dans tous les mouvements chassidiques, dans tous les mouvements religieux juifs, non? Mais dans tous les mouvements chassidiques, je dirais pas, parce que comme ils ne sont pas tous prosélytes, ils ne vous proposent pas des cours. Dès l'instant où on va les voir pour vérifier une mezouza ou des tefilines, en général, ils sont quand même assez relativement accueillants, non? Je ne pense pas. Ah, vous croyez que c'est vraiment spécifique au mouvement Lubavitch, en tout cas en France? Oui, je pense, parce qu'il y a pour eux la conviction que chaque juif doit donc revenir au judaïsme, mais que chaque juif possède une richesse en lui, qu'il faut l'aider à découvrir. Et puis l'échange avec les autres juifs pour eux est très important. C'est pas le cas des autres hassidim. Je pense aux Bels ou aux Guerres. Je pense pas qu'on puisse aller chez eux et dire je voudrais passer un Shabbat avec vous. Ils n'ouvrent pas leurs portes comme les Lubavitch le font. Alors donc les portes d'entrée principales, si je comprends bien, ce sont les conférences, les cours et puis également donc les Shabbats en famille. Les Shabbats en famille, aussi Pessah, enfin toutes les grandes fêtes, et aussi des choses très ponctuelles mais qui donnent une dimension très festive au groupe et que les gens et les jeunes en particulier aiment beaucoup. C'est par exemple l'inauguration d'un Sefer Torah rue des Rosiers, dans une salle qui a été louée et où on mange ensemble et où on va chanter et danser ensemble. Je pense que ça, c'est très très important, et ainsi que les mariages. Les mariages, dans un mariage Lubavitch, il y a peut-être 300, 500 personnes, et vous êtes toujours le bienvenu, parce que de toute façon, c'est une bonne action que d'inviter tous les juifs. Alors une question, encore une question directe. Dans quelle mesure ces séfarades qui deviennent Lubavitch se transforment-ils, et pardon pour le côté un petit peu provocateur de la question, se transforment-ils en ashkénazes? Mais je crois qu'ils ne se transforment pas en ashkénazes. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on dit oui, les Lubavitch maintenant apprennent le yiddish, etc. Je crois qu'ils vivent un judaïsme particulier, mais qui n'est pas le judaïsme ashkénaze, parce que on le voit au sein du groupe à Paris, les ashkénazes, les Russes vivent un judaïsme qui n'est pas tout à fait le même, enfin qui est le même du point de vue religieux, mais des modes de vie qui sont différents. Et ils ne se transforment pas en ashkénazes. Il continue il peut se transformer autour de la nourriture. Par exemple, c'est vrai qu'on ne mange pas le couscous le vendredi soir chez les Lubavitch, mais qu'on essaiera plutôt de manger aussi de la carpe farcie. C'est vrai qu'il y a une fascination pour la Yiddishkeit, pour la culture ashkénaze, et on emprunte à la culture ashkénaze certaines choses, mais ce qui est plus important... Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Mais ce qui est plus important, c'est que dans les modes de relation aux autres, on demeure des juifs séfarades, je veux dire, dans ce côté très chaleureux, ouvert et très gai. Alors bien sûr, le chassidisme, c'est la gaieté. Donc là, il suffit de peu de choses pour que finalement la joie s'empare de tous ces jeunes gens et que finalement, il intègre le groupe.
Oui, donc il y a un certain mélange qui s'opère. On ne peut pas dire que ce sont des gens qui, contrairement à une certaine légende, qui tout à coup deviennent des gens qui vont parler yiddish, qui vont manger complètement autrement, qui vivent complètement différemment de leurs parents. Oui, de leurs grands-parents. Je crois qu'il y a simplement une attirance pour un modèle qui est ashkénaze, ça c'est sans aucun doute, mais qu'on ne peut pas se départir de façons d'être dont on a été, avec lesquelles on a vécu pendant des années. Est-ce qu'on commence maintenant, je pense que ce n'était pas le cas il y a 20 ans, est-ce qu'on commence maintenant dans le mouvement Lubavitch à étudier non seulement ce que dit le rabbi, ça évidemment, mais également des grands maîtres, à étudier les écrits des grands maîtres du judaïsme maghrébin? Je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là. Ce qui me semble qui est le point commun entre le judaïsme chassidique ashkénaze et le judaïsme maghrébin, c'est la mystique. Et c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés. Et je pense que de ce point de vue, la fête de Lag BaOmer, par exemple, est un lieu de rencontre des générations. On a dit précédemment qu'il y avait une rupture entre les parents séfarades et puis les jeunes Lubavitch. Lors de la fête de Lag BaOmer, on se rencontre enfin et on fait l'expérience avec intensité d'une dimension mystique qui est commune aux deux cultures. Alors à propos de fête, il y a également un rituel qui compte beaucoup au sein du mouvement Lubavitch, ce sont les fameux voyages à New York. Oui, les voyages à New York, ce sont comme des pèlerinages. On va à la maison voir le rabbi, on va à la maison du rabbi, et c'est une façon de faire l'expérience d'un judaïsme très différent. Le judaïsme, je dirais le judaïsme américain, où on se présente comme juif, où il y a une espèce de visibilité et une façon d'exister socialement dans le paysage comme juif, en s'affirmant comme juif. Et les gens sont très heureux lorsqu'ils arrivent. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai connu une dame qui n'était pas Lubavitch, parce que beaucoup de ces gens sont simplement des sympathisants. Elle arrive à New York et elle était un peu perdue. Elle ne parle pas anglais, elle est d'origine d'Afrique du Nord, mais elle parle évidemment très bien le français. Elle arrive et elle demande un taxi et on lui dit où est-ce que vous allez. Elle me dit c'était un taxi, c'était un colosse noir qui était là et je lui dis je vais chez le rabbi. Et il lui a dit ok ma'am, tout de suite, je vous y conduis. Il savait où était le rabbi et pour lui ça faisait partie du monde environnant et il n'y avait pas de problème. Elle était contente parce que le rabbi existait aussi pour les autres et qu'elle était reconnue comme dans cette dimension-là de vie publique. Comment ça se passe, ces pèlerinages? Serge Brodovitch nous a parlé des Farbrengen, des fameux Farbrengen du rabbi. Alors le Farbrengen, moi je peux pas vous le dire parce que les Farbrengen c'est d'abord pour les hommes. Le Farbrengen, le rabbi, comme ça se fait dans toutes les traditions chassidiques, s'adresse à ses adeptes. C'est très impressionnant. Il est derrière une longue table blanche et tous ses adeptes l'entourent et parfois aussi, ça s'accommode toujours avec quelques verres de vodka et les lechaim collectifs. Bon, les Farbrengen ce sont des moments d'intensité d'études et de religion pour les hommes. Il y a un Farbrengen pour les femmes, c'est-à-dire que pour Rosh Hashanah, je crois, le rabbi s'adresse aux femmes, mais c'est très rare. Lorsqu'on est une femme et qu'on va chez le rabbi, on ne voit pas beaucoup le rabbi. Quand les gens effectuent ces pèlerinages, combien de temps restent-ils à New York et où vivent-ils? Alors c'est très, pèlerinage, c'est un mot un peu bizarre, mais lorsqu'on se rend chez le rabbi, en général, on profite des fêtes de Tishri pour assister à toutes les fêtes en présence du rabbi et surtout Simchat Torah. En général, on peut aller à l'hôtel, mais ce qui est le plus agréable et plus important pour les Lubavitch, c'est d'être reçu par des Lubavitch américains. Alors on loue des chambres dans les maisons Lubavitch, des basements, des chambres dans les sous-sols, et ça permet aussi au mouvement français, disons, de se ressourcer et de connaître les Américains et d'échanger sur leur propre expérience. Alors Laurence Potzelver, la prochaine fois au cours d'une prochaine émission, nous parlerons des Lubavitch et de la politique. Nous parlerons notamment de la politique locale, mais j'ai encore une question à vous poser. Quel effet ces voyages font-ils sur les balais de Chouva qui vont à New York?
Mais en général, ils sont très impressionnés par le rabbi et je crois que la figure du rabbi est centrale dans le mouvement. C'est-à-dire que la tchouva se fait complètement lorsque le nouvel adepte rencontre le rabbi. La rencontre avec le rabbi est essentielle, même si ce ne sont plus des rencontres personnelles, même si elles demeurent collectives. Lorsque j'ai demandé à Serge Brodovitch si le rabbi était le Messie, il m'a répondu que, enfin, il ne m'a pas répondu non. Il m'a dit que certains, effectivement, au sein du mouvement, estimaient que le rabbi lui-même était le Messie. Oui, mais ça ne regarde que même, je ne peux pas le dire, s'il le pense. Mais vous avez rencontré beaucoup de gens qui... Il y a une attente messianique très très forte et je pense que, en tout cas, s'il n'est pas le Messie, il est celui qui annoncera le Messie. Ça, c'est du domaine de la conviction. Moi, je ne peux pas répondre là-dessus. Il faut entendre ce qu'ils disent eux. Il est certain que le rabbi a une puissance charismatique extraordinaire et qu'on ne peut pas demeurer insensible à cette façon d'être et à cette façon aussi de rassembler et d'être attentif à tous les juifs. Laurence Potzelver, je vous remercie. C'était Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.